Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça difficile quand j'enchaîne plusieurs cas de féminicide back-à-back dans mes nouvelles histoires. En plus, au moment même où je vous dis ça, un 10e présumé féminicide vient tout juste d'avoir lieu. C'est pourquoi je voulais changer un peu de registre aujourd'hui. Cependant, l'horreur n'en sera pas moins pire, malheureusement. Ce ne sera donc pas plus léger côté émotion, car ce que je m'apprête à vous parler aujourd'hui est aussi très difficile à entendre. Mais ça change tout de même le mal de place. Disons ça comme ça. Je suis assez inquiète de la façon dont notre société évolue et j'avoue que ça me fait craindre pour l'avenir. Enfin bref, mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Michael Chicoine. Cette histoire commence, ou devrais-je plutôt dire se termine, le matin du 11 octobre 2020 par un choc brutal pour les habitants de Wendake, une réserve indienne de la nation Huron-Wendat qui se trouve à seulement 15-20 minutes au nord du centre-ville de Québec. La veille, ses habitants s'étaient endormis paisiblement en ne se doutant d'absolument rien du drame qui était sur le point de se produire durant leur sommeil. Le choc fut d'autant plus brutal à leur réveil. Ce matin-là, les différentes alertes mobiles venaient de leur annoncer la mort de 2 enfants de leur communauté, survenus durant la nuit dans un appartement de la rue Chef Nicolas Vincent, au cœur même de ce village ancestral. Il s'agissait d'un double meurtre dont le corps policier soupçonnait déjà le père des 2 jeunes victimes retrouvées sur place. En fait, quelques heures plus tôt, un homme de 30 ans était venu se livrer de lui-même aux policiers de Québec dans un poste situé à une dizaine de kilomètres au sud du village. C'est cette déposition que cet homme y a faite, aux alentours de 2 heures du matin, qui a amené les policiers à se rendre à sa résidence pour y faire la macabre découverte des corps inanimés des 2 jeunes garçons. Ils ont immédiatement érigé un large périmètre de sécurité et la Sûreté du Québec a déployé son unité d'identité judiciaire. C'est ensuite le grand chef sortant, Conrad Sioui, qui a d'abord reçu l'appel fatidique des autorités aux petites heures du matin. Il n'a fait ni une ni deux et s'est immédiatement rendu sur les lieux du drame, près du périmètre de sécurité établi par la Sûreté du Québec et de la police de Wendake. C'est également là qu'ils ont trouvé la mère des petits, complètement en état de choc. Elle était incapable de parler à qui que ce soit. Son chagrin était trop grand. Voyons ensemble de quoi il est question exactement. Le récit de ce drame ne prendra que quelques secondes à raconter, mais l'ampleur des dégâts qu'il a causés et surtout les nombreux ratés dans cette histoire seront quant à eux très difficiles à digérer. Maintenant, place à l'horreur. Cette histoire aurait pu en être une de féminicide, mais le père des enfants, Michael Chicoine, désespéré d'avoir été quitté par son ex-conjointe, Émilie Arsenault, la mère de leurs 2 jeunes garçons, a plutôt choisi de la faire souffrir plutôt que de l'assassiner. C'est donc pour cette raison, alors qu'il avait les enfants avec lui pour son tour de garde, une fin de semaine sur 2, et motivé par une volonté féroce de faire du mal à son ex, qu'il a plutôt décidé de prendre un oreiller et de tout d'abord étouffer le petit Alex, 2 ans, et ensuite de répéter ce même geste sur son autre fils Olivier, 5 ans. Une vengeance amoureuse complètement préméditée. J'en ai mal au cœur. Mais ce n'est pas tout. Une fois l'horreur terminée, Chicoine envoie une photo des corps inanimés des enfants dans leur lit à sa propre mère, mais aussi à Émilie, la maman des 2 petits.
C'est complètement dégueulasse. Cette macabre photo est accompagnée d'un mot, clairement écrit à l'attention de sa mère, et qui dit « Je m'excuse, maman, mais j'ai trop souffert. Émilie m'a fait trop de mal. N'oublie jamais que je t'aime. » Émilie Arsenault, la maman, a plus tard témoigné de l'horreur absolue de ce moment où elle reçoit cette photo, expliquant qu'en la recevant, elle a immédiatement compris l'irréparable. Lorsqu'elle a réussi à joindre sa propre mère au téléphone quelques instants plus tard, elle n'a pu que hurler « Maman, il l'a fait! » C'est après avoir envoyé cette photo et ce message que Michael Chicoine a appelé sa mère pour lui dire qu'il se rendait au poste de police et qu'il avait ingéré des produits pharmaceutiques dans une tentative de mettre fin à ses jours. Il venait d'ingérer une importante quantité de médicaments d'ordonnance. Il s'agissait principalement d'antidépresseurs qu'il consommait depuis plusieurs années pour traiter sa dépression majeure, mais aussi d'anxiolytiques destinés à calmer son anxiété sévère. On apprendra plus tard qu'il a consommé ces substances dans l'espoir de faire une surdose fatale après avoir envoyé cette photo. L'autopsie qui sera faite par la suite révélera que les 2 jeunes garçons sont morts par suffocation ou strangulation. Des oreillers tachés de sang ont d'ailleurs été retrouvés près de leur corps, suggérant qu'ils ont été utilisés pour étouffer les enfants pendant leur sommeil. Voilà. Comme les gens de cette communauté dormaient tous à l'heure de cette tragédie, ils n'ont eu connaissance de rien concernant les détails atroces de ces meurtres. Certains ont bien entendu des sirènes de police durant leur sommeil, mais rien d'assez inquiétant pour eux à ce moment-là pour les faire sortir du lit. D'ailleurs, aucun des 2500 habitants de cette communauté tissée serrée ne s'attendait à un tel drame. Et pourtant, en plus de cette maudite pandémie qui ne finissait pas, cette communauté était déjà à terre après avoir eu droit à la mort toute récente de l'Atikamekw Joyce Echaquan. Souvenez-vous, le 28 septembre 2020, cette femme de 37 ans, originaire de Manawan, mère de 7 enfants, est admise à l'hôpital de Joliette pour des douleurs abdominales. Peu avant son décès, elle filme en direct sur Facebook le traitement qu'elle reçoit de la part de 2 aides-soignantes. Dans cette vidéo, on entend clairement ces 2 membres du personnel l'insulter et tenir des propos dégradants et racistes à son égard, alors qu'elle appelle à l'aide en exprimant sa détresse. La diffusion de cette vidéo a évidemment provoqué un choc national, mettant en lumière la maltraitance subie par certains membres des Premières Nations dans le système de santé. Comme si ce peuple autochtone n'avait pas déjà assez souffert comme ça. Le résultat de cette enquête a finalement conclu que Joyce est décédée d'un œdème pulmonaire aigu, mais que, et écoutez bien ça, le racisme et les préjugés dont elle a été victime ont contribué de manière directe à son décès. Je peux pas croire. Pire, le rapport souligne que si elle avait été traitée avec dignité et sans préjugés, elle aurait probablement survécu. Calice! Mais ce n'est pas tout pour ce peuple autochtone qui en a tout de même bavé en si peu de temps, car c'était également sans compter une récente tentative de suicide au sein de leur communauté. Ça faisait beaucoup pour eux et ils avaient énormément de difficultés à reprendre leur souffle. De mémoire, le grand chef Conrad Sioui ne se souvient pas d'un tel drame à Wendake. C'est justement à cause de tous ces fâcheux événements récents que pour ces 2 meurtres qui venaient d'arriver, le Conseil de la Nation a tout de suite constitué une cellule de crise et des services psychologiques ont aussi été mobilisés pour épauler tous les membres de cette communauté. Bonne idée. À ce moment-ci du récit, plusieurs soupçonnaient des problèmes de santé mentale pour tenter d'expliquer cette tragédie, mais il leur faudra bien sûr attendre la fin de l'enquête policière qui sera menée pour qu'ils en sachent plus à ce sujet. En fait, comme le suspect tenait des propos plutôt bizarres en racontant son histoire aux policiers lorsqu'il s'est livré à eux, ils ont cru prudent de le faire hospitaliser pour valider certaines choses qui auraient pu avoir une incidence sur sa santé. Il a donc,
tout le week-end, subit une évaluation médicale dans un hôpital de la région. Une hospitalisation d'urgence sous garde policière où il a subi un lavage d'estomac, entre autres. Il est ensuite interrogé par des enquêteurs de l'Unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Alors que cet accusé en est à sa première journée d'hospitalisation, à quelques dizaines de mètres des lieux du drame, sur le terrain de l'église Notre-Dame de Lorette, un mémorial improvisé au pied d'un arbre ne cessait de gonfler au gré des peluches qui s'entassaient, parsemées de messages d'amour. Lors de sa comparution, le lundi suivant, Michael Chicoine ne semblait plus en état de choc et a pu répondre de manière posée au juge. Enfin, pour cette fois. Vous comprendrez plus loin. Suspect. Le principal suspect, le papa des enfants, qui a été interrogé en soirée par les enquêteurs, a ensuite comparu par visioconférence sous 2 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré et est demeuré détenu à la prison de Québec jusqu'à la suite des procédures judiciaires. En réalité, et selon ses proches, en dépression majeure au moment des faits, il aurait plutôt été placé à l'infirmerie de ce centre de détention. Ce qui ferait plus de sens. D'ailleurs, à ce propos, quelques mois plus tard, la mère du prévenu, Mylène Chicoine, est montée au front pour déplorer que son fils n'ait pas droit à des suivis médicaux depuis son incarcération. Elle a dit « J'ai déjà perdu mes 2 petits-enfants à cause de la maladie mentale. Je veux pas perdre mon gars en plus. » Elle a fait des pieds et des mains pour lui obtenir de l'aide et a aussi mentionné que la santé mentale de son fils se détériorait et qu'il n'avait vraiment pas d'aide à part celle qu'elle tentait tant bien que mal de lui offrir. Elle était loin de se plaindre pour rien pour son fils, car il faut savoir que Chicoine était en choc post-traumatique à la suite du double meurtre qu'il venait lui-même de commettre. Il a même fait 2 tentatives de suicide depuis le début de son emprisonnement, dont la dernière à son actif, qui a même nécessité une hospitalisation. Ça n'allait pas du tout. Mais malgré ces faits, il n'aura aucun ajustement de médicaments, gardant ainsi les mêmes médocs qu'il prenait avant les 2 meurtres qui lui sont reprochés. N'importe quoi. La maman de Chicoine a tout de même eu le soutien de l'avocat de son fils pour l'aider à faire des demandes pour qu'il puisse être transféré à l'Institut Philippe Pinel, mais elles ont toutes été refusées car il s'agit malheureusement d'un district différent. Il n'y avait donc pas droit. Elle a ensuite essayé de le faire transférer au centre de détention de cette île, où de l'aide spécialisée pour les prévenus autochtones est offerte, mais encore une fois, elle s'est butée à un mur. Il est important de dire que dans le passé, son fils a été suivi à plusieurs reprises pour des problèmes de santé mentale. C'est d'ailleurs dans une lettre ouverte qu'elle a fait parvenir aux médias qu'elle y livre sa douleur et son incompréhension face aux gestes posés de son fils, en plus de leur mentionner qu'il avait déjà tenté de se suicider durant une dépression. Les problèmes semblaient s'accumuler pour lui. Dans cette lettre, elle ne leur cache aucunement les problèmes mentaux dont son fils souffre et estime encore une fois que le soutien nécessaire n'est jamais venu pour les aider. Comme vous le constaterez, il s'agit d'un témoignage d'une tristesse absolue, car cette femme se trouvait dans la position déchirante d'être à la fois la grand-mère des victimes et la mère de l'accusé. Dans cette lettre, elle n'a pas cherché à excuser son fils. Au contraire, elle a exprimé une douleur et une colère immenses. Écoutons d'ailleurs un extrait de cette lettre en question. Je suis la mère de Michael Chicoine et aujourd'hui, je suis dévastée, anéantie par cette tragédie. Je n'ai pas de mots pour exprimer le geste de mon fils. Jamais j'aurais pensé que Michael aurait pu être un danger pour quiconque et qu'il commettrait l'irréparable. Michael était déjà connu pour des problèmes de santé mentale reliés à une dépression majeure et Dieu sait qu'il a demandé de l'aide à plusieurs reprises. Il a même déjà tenté à sa vie, mais malgré les hospitalisations, malgré nos demandes afin qu'il reçoive l'aide appropriée, le soutien reçu n'a malheureusement pas été suffisant ni adéquat. Son médecin de famille a tout fait pour qu'il obtienne l'aide appropriée, mais les portes se sont fermées.
Celui qu'il a obtenu est un appel téléphonique, à une occasion, d'un psychiatre, lequel a duré à peine 10 minutes. Le spécialiste lui a alors prescrit une médication, sans autre consultation. Il faut tout de même en prendre et en laisser ici, car Chiquan négligeait quand même un peu trop souvent de prendre ses médicaments. En vrai, il a plus tard été prouvé que plusieurs interventions lui avaient été proposées, mais qu'il n'y avait que rarement donné suite. À qui la faute maintenant? Les plus récents épisodes de problèmes mentaux de Chiquan se sont produits dans la dernière année et demie avant les meurtres. Donc, quelques mois seulement après qu'Emily ait mis fin à leur relation. Elle y dit aussi que son fils ne consommait ni drogue ni alcool, pour ensuite exprimer la douleur qui la terrasse, en disant que le processus vers une guérison, et surtout vers le pardon, lui semble inatteignable et que son cœur est brisé à jamais. Elle conclut tout de même cette lettre par « Je t'aime, mon garçon. » Petite parenthèse ici. Dans cette lettre, Mylène décrit également le lien qu'elle entretenait avec les enfants, mais aussi l'horreur d'avoir reçu cette photo en pleine nuit. Geste qu'elle qualifie d'ailleurs de cruauté inimaginable envers elle. On y reviendra plus tard. Les ratés. Michael Chiquan est un homme de 30 ans, originaire de cette île et infirmier auxiliaire. Avec sa conjointe des 8 dernières années, Émilie Arsenault, ils ont eu 2 enfants ensemble, soit Olivier Chiquan, 5 ans, et Alex Chiquan, 2 ans. On sait que le couple s'est séparé en décembre 2018, soit environ 2 ans avant le drame. Cette rupture a été le point de départ d'une période très difficile. Une séparation conflictuelle. À la suite de cette rupture, la relation est devenue extrêmement tendue. Émilie parle même d'un climat où elle craignait pour la sécurité de ses enfants. C'est justement ce qui l'a menée à effectuer plusieurs signalements à la DPJ. En effet, il faut savoir qu'Émilie, devenue son ex-conjointe, a effectivement fait 3 signalements à la DPJ, mais en vain. L'organisme croyait alors qu'il n'était pas justifié d'intervenir. Misère. Une de ces 3 fois-là, elle avait même eu le soutien d'une travailleuse sociale et d'un enquêteur pour l'aider à signaler la situation problématique. Mais même avec cette aide à ses côtés, elle n'avait pas été prise au sérieux. Franchement. Et il y a encore pire. Cette maman avait aussi révélé que, 3 jours avant la nuit fatidique, elle avait eu une conversation avec son ancien avocat pour demander la garde exclusive des enfants. Elle craignait vraiment pour eux. C'était loin d'être du pipeau son affaire. Ce dernier lui avait répondu qu'un juge n'enlèverait jamais la garde à un père en se basant simplement sur de simples inquiétudes de la mère. Maudit système de marde. C'est tellement frustrant. 2 drames horribles auraient pu être évités. Mais continuons. Cette maman était loin d'être la seule à craindre pour sa sécurité et celle de ses garçons. Tous ses proches avaient également peur. En plus des 3 signalements faits par la mère des enfants, Mylène, la maman de Chiquan, aurait elle aussi communiqué avec la protection de la jeunesse. Elle s'inquiétait du fait que son fils, dans l'état où il se trouvait, puisse représenter un danger. Non pas nécessairement parce qu'il était violent de nature, mais parce qu'il était complètement au bout du rouleau. Ces signalements n'ont toutefois jamais mené à un retrait de la garde des enfants ou à une supervision accrue des visites. Dommage. Il est important aussi de savoir que, dans le passé, certains intervenants ont demandé à la maman des enfants si elle craignait pour leur vie. Cette simple question, et surtout la réponse qu'elle leur a dit à ce moment-là, l'obsède encore aujourd'hui parce qu'elle était complètement à côté de la plaque quand elle y a répondu. Elle leur avait dit que c'était impensable pour elle qu'ils puissent s'en prendre à ses propres enfants. Elle était maintenant très en colère contre les failles du système et d'ailleurs, qui de mieux placé que cette maman elle-même pour vous expliquer cette colère qu'elle ressentait alors. Eh bien justement, 1 mois après les tristes événements,
c'est la voix brisée par l'émotion qu'elle est venue lire une lettre lors d'un point de presse en direct. C'était la première fois que cette maman en peine prenait la parole publiquement. Elle était accompagnée de son avocat ainsi que de son père, Jean-Guy Arsenault, venu l'épauler. On l'écoute. Depuis que c'est arrivé, j'évite les médias le plus possible. C'était comme un cauchemar réveillé pour moi. J'avais trop de peine. De la peine, j'en ai encore, mais si je décide de parler aujourd'hui, c'est parce qu'en plus de la peine, j'ai vraiment beaucoup de colère puis j'ai besoin qu'on m'entende. Je suis en colère contre notre Québec qui se dit doté d'un système de protection à l'enfance. Puis moi, quand j'ai fait appel à la DPJ pour protéger mes propres enfants, il était où ce système de protection-là? Pourquoi on m'a pas entendu? Pourquoi tous les signalements pour mes amours n'ont pas été reconnus malgré tout notre bon vouloir? Pourquoi la travailleuse sociale de l'hôpital puis l'enquêteur qui était censé nous aider n'ont pas été pris au sérieux quand ils ont signalé eux aussi? Pourquoi il faut attendre que quelqu'un s'en prenne à nos enfants quand tous les signes avant-coureurs sont là? Pourquoi la violence familiale n'est pas prise au sérieux quand la maman est là pour éponger puis protéger ses enfants jusqu'à la fois de trop? La seule fois où il a touché à mes enfants, c'était dans la nuit du 10 au 11 octobre. Si vous nous aviez écoutés, j'aurais peut-être la chance de profiter de mon dimanche aujourd'hui avec mes enfants plutôt que de les pleurer. Quand on décide de porter plainte, c'est pas 2 mois plus tard que la police doit nous téléphoner pour faire le suivi. La violence, ça prend pas de congé. Elle est à nos portes 24 heures sur 24, 365 jours par année. Puis je l'ai appris à mes dépens. La bonne nouvelle, si on peut dire ça ainsi, c'est qu'Émilie est bien entourée. Elle a le soutien de toute sa famille, de tous ses amis et surtout de son amoureux, qui, malgré ses cicatrices invisibles, l'épaule depuis plus d'1 an et l'aide à rester debout quand elle n'est plus capable de le faire. L'avant-procès. Durant ce qu'on appelle les procédures préliminaires ou les étapes pré-procès, si vous préférez, un accusé ne reste pas simplement en cellule en attendant son procès officiel. Il doit comparaître à de nombreuses reprises pour régler des points techniques comme fixer des dates ou bien pour demander à changer d'avocat, comme ce fut d'ailleurs le cas plusieurs fois avec cet accusé. Pour Michael Chicoine en particulier, c'est souvent lors de ces transferts entre la prison et le box des accusés que la tension montait. Ces pré-procès ne seront donc pas toujours de tout repos, car les différents passages de cet homme devant le tribunal ont très souvent été chaotiques, et ce, dès le début des procédures. Effectivement, lors d'une de ses premières présences au banc des accusés, Chicoine fait un doigt d'honneur en direction de son ex-conjointe. Ça commence bien. Et c'est loin d'être tout, malheureusement. Il s'est ensuite impatienté pendant que l'avocat de la poursuite faisait le point sur le dossier qu'il allait éventuellement plaider, en tenant cette fois des propos qui ont fait sourciller toutes les personnes présentes dans la salle. Je vous épargne les oreilles avec ça. Il y a aussi eu cette fois où, lors d'une autre journée au tribunal, Chicoine a fait toute une scène en entrant violemment dans le box des accusés. Menotté aux poignets et aux chevilles, il a plaqué brutalement la porte avant de se cogner la tête intentionnellement de toutes ses forces dans la vitre le séparant de la salle d'audience. Il est ensuite monté sur un banc pour sauter dessus à pieds joints avant d'être plaqué au sol par des agents sur place. Alors qu'un d'eux l'entoure à la taille, le présumé meurtrier lui assène plusieurs coups de poing derrière le crâne, le blessant avec ses menottes en métal. Cet agent a d'ailleurs subi une lacération à la tête qui a tout de même nécessité des points de suture. Son geste envers ce dernier lui a par la suite valu une année de prison supplémentaire qui aura peu d'effet sur la peine de meurtre qu'il purge déjà pour ces 2 meurtres. Chicoine a même osé dire que depuis cet événement, il avait appris à gérer sa colère en prison. Oui. D'ailleurs, c'est bien de 4 agents correctionnels dont il a été question pour parvenir à stopper sa crise cette fois-là. Le tout s'est ensuite terminé avec Chicoine, qui crachait sur les agents qui venaient de le maîtriser. L'agression physique contre les constables spéciaux s'est produite lors d'une simple comparution de routine. C'est cet événement en particulier qui a forcé les autorités à augmenter la sécurité autour de lui
pour toutes les fois suivantes. Le juge n'y a pas échappé lui non plus. Il a aussi eu droit à la colère de Chicoine. Dans son cas, tout commence quand il s'adresse au prévenu. Chicoine lui coupe alors la parole de façon assez brusque en lui disant « Qu'est-ce que tu veux, Chris de raciste? » pour ensuite le traiter de connard. Mais what the fuck? Le juge l'a immédiatement renvoyé en détention pour ce manque de respect flagrant, tout en prenant bien soin de lui souhaiter une belle journée. Un peu baveux lui aussi quand même. Ce à quoi Chicoine lui a encore répondu, et toujours de la façon la plus vulgaire possible, bien sûr. « Esti, tu sûr? » La grosse classe, quoi. Pourquoi le juge le forçait-il à être présent? Même s'il était turbulent, la loi canadienne exige que l'accusé soit présent lors de la présentation de la preuve contre lui. Le juge a toutefois dû, à quelques reprises, le menacer de le renvoyer en cellule et de poursuivre l'audience par visioconférence s'il ne cessait pas de perturber les débats. Quelques semaines plus tard, Chicoine était enfin plus calme et repentant. Sans doute ses cours de gestion de la colère. Oups, désolé. C'est donc à la suite de ces trop nombreux incidents à la cour que le juge a finalement demandé qu'un examen psychiatrique soit fait auprès de cet accusé. Enfin! Il doutait sérieusement de l'aptitude de Chicoine sur sa capacité à comparaître. Le rapport d'analyse a finalement conclu qu'il était bien en mesure de comprendre les procédures. Il n'avait finalement qu'un sale caractère. Il faut tout de même savoir que la défense avait le désir de plaider la non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux dans ce dossier. Un rapport du psychiatre Gilles Chamberlain a donc été fait. En contre-expertise, la Couronne a, quant à elle, mandaté le docteur Sylvain Fauché. Étrangement, ce sont les deux mêmes psychiatres que lors de l'évaluation psychiatrique de Carl Giroir, le tueur d'Halloween. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode que j'ai fait en collabo avec l'excellent Ars Morienzi. Mais revenons à nos moutons. On peut penser que lors de toutes ces petites crisettes, Chicoine, qui était dans un état de détresse et de colère extrême, ne supportait pas toujours d'entendre ce qui se disait sur lui ou sur ses capacités mentales. Le juge qui présidait alors, connu pour sa rigueur, n'hésitait pas à le recadrer, ce qui créait bien sûr des frictions immédiates. Le vrai procès. Pour se défendre des deux accusations de meurtre au 2e degré de ses enfants, et comme ce fut le cas pour le tueur d'Halloween, encore lui, l'accusé voulait tout d'abord plaider la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Mais le matin même où son procès pour double meurtre devait s'ouvrir, Michael Chicoine a orchestré un revirement de situation aussi spectaculaire que tardif en enregistrant un plaidoyer de culpabilité. Bref, il a plutôt décidé de finalement plaider coupable à tous les chefs d'accusation qui étaient portés contre lui. Cette décision de dernière minute a paralysé instantanément une machine judiciaire colossale extrêmement coûteuse. En raison de la forte couverture médiatique de l'affaire, un nombre record de 1600 candidats jurés avaient été convoqués non pas au palais de justice, mais dans une salle spécialement louée et aménagée au Centre des congrès de Québec pour permettre la sélection. En prononçant le mot « coupable » à la toute dernière seconde, cet accusé annulait d'un seul coup cette étape majeure, coupant ainsi court aux procédures avant même que le premier juré ne soit assermenté. En acceptant de plaider coupable au 2e degré, il évitait la possibilité d'une peine plus sévère concernant la période d'inadmissibilité à une libération conditionnelle, tout en évitant un procès long et éprouvant pour les familles. En raison de ses comportements et de son historique de santé mentale, le juge a dû s'assurer, avant d'accepter son plaidoyer de culpabilité, qu'un psychiatre indépendant évalue son état.
il s'agissait de confirmer que Chiquan était bel et bien apte à prendre une décision aussi grave et qu'il comprenait la portée de ses gestes. Ces incidents avaient tout de même contribué à créer une atmosphère très lourde tout au long des 2 années de procédure, contrastant avec le calme qu'il affichait le matin où il a plaidé coupable. C'est seulement ensuite de ça que ce magistrat a condamné ce père de famille à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans. Les 2 peines seront donc servies de manière concurrente, celle pour meurtre et celle pour avoir frappé un agent correctionnel. Michael Chiquan ne sera donc éligible à une libération conditionnelle qu'en 2037. Après l'enregistrement de plaidoyer de culpabilité, le juge a pris la parole pour s'adresser directement au meurtrier. Ses propos ont d'ailleurs été décrits comme étant d'une sévérité et d'une franchise exceptionnelles. Sur son rôle de père, le juge l'a confronté sur la trahison ultime de sa fonction parentale, et je cite « On dit souvent que les pères sont les super-héros de leurs enfants. Vous avez été leur bourreau. » Il a poursuivi en soulignant la vulnérabilité des victimes en disant « Vous vous êtes attaqué à ce qu'il y a de plus vulnérable au monde. 2 petits garçons qui dormaient dans leur lit et qui n'avaient que vous pour les protéger. » Il a ensuite enchaîné sur le mobile de la vengeance en rejetant l'idée que ce geste était un simple accident lié à la maladie, y voyant plutôt une cruauté calculée envers son ex-conjointe. Il lui a dit « Vous avez voulu poignarder le cœur de leur mère et, pour ce faire, vous avez décidé d'enlever la vie à vos propres fils. C'est d'une lâcheté sans nom. » Sur son comportement durant les procédures, insultes, menaces, arrogance, il lui a rappelé son attitude détestable durant ces 2 années qui venaient de passer en disant « Vous avez passé les 2 dernières années à vous plaindre de votre sort, à insulter la cour et à défier l'autorité. Mais aujourd'hui, la seule chose que l'on voit, c'est l'ampleur de votre crime. » Il a conclu par « Je ne sais pas si vous réaliserez un jour l'atrocité de ce que vous avez fait, mais la société, elle, s'en souviendra. Vous allez passer une très longue partie de votre vie derrière les barreaux et c'est la seule place que vous méritez. » Bien dit. Ces déclarations visaient non seulement à punir l'accusé, mais aussi à offrir une forme de reconnaissance publique de la souffrance de la mère. Selon Émilie, les déclarations du juge ont eu leur effet. Pour elle, c'étaient des mots qui étaient durs, mais qui étaient amplement mérités. Ce juge venait de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Une fois la sanction établie et les commentaires du juge exprimés, Mylène Chiquan, la maman du meurtrier, a repris la parole. Elle dit avoir été surprise de la décision de son fils de plaider coupable. Elle savait qu'il voulait reconnaître sa culpabilité, mais en début de semaine, ils avaient appris qu'il ne le voulait plus. 24 heures après les événements, il avait tout simplement changé d'idée. Une vraie girouette. Elle dira que pour elle, les gestes posés par son fils sont impardonnables, avant d'ajouter que malgré tout, elle sera tout de même toujours là pour lui. Elle continuera en disant « En plaidant coupable, tu reconnais ta responsabilité. Tu nous évites à tous de revivre des moments douloureux. J'espère que le système sera en mesure de t'apporter l'aide dont tu as besoin. » Pendant ce discours, son fils essuyait ses larmes de ses mains toujours menottées. Cette lettre qu'elle est venue lire en cours peut faire penser que cette femme pardonnait à son fils, mais il n'en est rien du tout. Le positionnement de Mylène Chiquan, la mère de l'accusé, a été d'une clarté absolue dès le départ. Brisée par l'horreur, elle a rapidement affirmé qu'elle ne reconnaissait plus son fils et qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner d'avoir utilisé ses propres enfants comme des outils de vengeance. Tout en portant la culpabilité étouffante de n'avoir pu empêcher le drame, elle qui avait pourtant tenté d'alerter les autorités sur l'état mental de Michael avant la tragédie, elle a choisi de couper définitivement les ponts avec lui après les événements. Cette rupture s'est d'ailleurs matérialisée par son absence totale lors des comparutions préliminaires houleuses de son fils.
elle a choisi de se tenir loin du cirque médiatique et de la violence que Michael manifestait en cours. C'était trop pour elle. Le fait qu'il lui ait envoyé la photo de ses petits-fils sans vie au beau milieu de la nuit a créé une cassure immédiate et irréparable. Ce geste, d'une cruauté insupportable, l'a transformée, malgré elle, en témoin de l'indicible. Elle confiera que cette image restera gravée dans sa mémoire comme un traumatisme permanent et qu'elle passera le reste de ses jours à pleurer Olivier et Alex. Malgré cette distance, Mylène Chicoine vivait un déchirement intérieur d'une complexité infinie. Elle dira à ce propos qu'en tant que mère, elle ne pouvait pas cesser d'aimer l'enfant qu'il a été, même si elle avait aujourd'hui horreur du monstre qu'il était devenu. Pas évident du tout pour elle. Devant cette dualité douloureuse, elle a pris la décision de se ranger publiquement et moralement du côté d'Émilie Arsenault. Dans une lettre empreinte d'une profonde solidarité, elle a reconnu la souffrance de la maman, dénonçant le fait que son fils ait voulu détruire son ex-conjointe en s'en prenant à ce qu'elle avait de plus cher au monde. Mais malgré tout ça, cette femme n'a pas lâché prise. Tout en condamnant le geste de son fils, elle a tout de même continué de dénoncer le système de santé. Bravo! Mais revenons un peu en arrière, parce que j'aimerais vous faire entendre ce que ce meurtrier a dit avant que sa sentence ne soit prononcée. En fait, sachant qu'il serait à l'ombre, au fond de sa cellule pour plusieurs années, Michael Chicoine a lui aussi voulu s'adresser à la cour. Ses propos étaient brefs, livrés d'une voix plutôt basse et contrastaient avec l'agressivité dont il avait fait preuve lors des mois précédents. Il a tout d'abord commencé par dire « Je regrette ce qui s'est passé. Je veux assumer mes responsabilités. » Il a ensuite ajouté une phrase qui a beaucoup été reprise par les médias pour expliquer son changement de plaidoyer de dernière minute. Il a dit vouloir stopper l'hémorragie. Bien qu'il se soit adressé techniquement au juge, ses mots visaient les familles dans la salle. Il a laissé entendre qu'en plaidant coupable le matin même du procès, il voulait éviter aux proches, particulièrement à Émilie, de devoir témoigner et de revivre les détails atroces pendant des semaines devant un jury. En larmes et la voix éteinte, il a reconnu les ravages qu'il a faits dans les vies de ses proches. En s'adressant directement à son ex-conjointe, il lui a affirmé prendre l'entière responsabilité des torts qu'il a causés, soulignant même le courage qu'elle a eu dans cette horrible épreuve en lui disant « Je te souhaite de pouvoir poursuivre tes rêves et je te demande pardon. » Des témoins dans la salle ont rapporté qu'il semblait résigné. Il ne s'est pas non plus lancé dans de longues explications, se limitant à ces quelques phrases pour clore le chapitre judiciaire. Il a terminé en s'excusant également à la communauté de Wendake d'avoir commis cette horreur sur leur terre et pour leur avoir fait honte. Mais était-il vraiment repentant? Il y a cette expression qui dit que tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Eh bien, ça n'aura jamais été aussi vrai avec ce meurtrier. 1 an après le décès de ses enfants, un soir où Émilie est seule chez elle, elle reçoit un appel. Un numéro masqué. Elle répond tout de même et entend la personne pleurer au bout du fil. Je vous le donne en 1000. C'était bien lui. Malgré un interdit de contact, il l'appelait du centre de détention où il était détenu. Écoutons un extrait de ce qu'Émilie a ressenti à ce moment-là. Il n'y a même pas un mot qui décrit dans quel état j'étais, là. C'était vraiment... J'avais peur, sais-tu sauvé? J'avais vraiment peur, j'avais barré toutes mes portes, puis j'ai les numéros des enquêteurs au dossier, là, donc je les ai contactés. On m'a confirmé qu'il était vraiment encore au centre de détention, fait que ça m'a comme calmé un peu, mais en même temps, je suis comme tout le temps... c'est difficile de l'entendre puis de le revoir, là. Mais ce n'est évidemment pas tout. Il la recontacte une deuxième fois en moins d'1 an, et cette fois pour son anniversaire. Ben voyons. Ce coup-là, elle a tout de suite su que c'était lui. Un 6e sens sans doute. Il a commencé à lui poser une question,
mais elle a tout de suite décidé de lui raccrocher la ligne au nez, sans attendre ce qu'il avait à dire. Quelle femme incroyable! Elle s'est tout simplement dit qu'il n'y avait certainement rien d'intelligent dans cette question-là. Conclusion. En santé mentale au Québec, il est très difficile d'imposer un traitement ou une hospitalisation à un adulte qui refuse de collaborer, à moins qu'il ne représente un danger imminent et prévisible. Pour le système, l'État de Chicoine n'avait pas encore franchi cette ligne rouge juridique avant la veille de la mise à mort de ses enfants. Quel gâchis! Chicoine avait les outils et les contacts nécessaires pour consulter. Le juge a d'ailleurs souligné qu'il était maître de ses choix et qu'il ne pouvait pas simplement rejeter la faute sur le manque de ressources pour justifier un acte aussi prémédité que l'envoi d'une photo de sa victime. Pour le tribunal, le mobile n'était pas une psychose incontrôlable, mais une volonté consciente de détruire son ex-conjointe. Dans ce contexte, aucune thérapie n'aurait pu soigner une intention criminelle de vengeance amoureuse. La mère du meurtrier parle d'un manque de moyens, aucune place en centre de crise, suivi trop court, etc. Tandis que les documents officiels soulignent plutôt un manque de volonté de l'accusé de se soigner et l'utilisation de sa détresse comme excuse pour son passage à l'acte. Peu importe la communauté à laquelle ils appartiennent, cette tragédie les aura tous réunis dans une même peine. Ce drame horrible a rapidement résonné aux quatre coins du Québec et aujourd'hui, alors que le silence est revenu sur Wendake, il ne nous reste plus qu'à honorer la mémoire de deux petits garçons partis beaucoup trop tôt. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Pour cet épisode, je tiens à remercier du fond du cœur mes deux narrateurs, deux personnes que j'adore. Un merci tout spécial à Guillaume, mon plus grand fan, ainsi qu'à ma collègue et amie Caroline. Vous avez été parfaits. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je dormirais sans oreiller pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!